Madame, monsieur, bonjour, bienvenue en Malaisie, le 18e Grand Prix ici à Kuala Lumpur, le 16e de la saison. Le circuit se situe à environ 80 km du centre-ville. On va tout de suite en prendre la direction en retrouvant notre légendaire Steven Schumacher. Oh my God, cela fait plus de 10 ans, presque 15 ans qu'il est notre chauffeur. Il a d'ailleurs une nouvelle voiture. Alors Steven, we go to the track. Voilà, on est parti, on y retrouve d'ailleurs Thibaut Rinchon à l'entrée du paddock. Gaëtan, pas besoin de me montrer la route, je connais le chemin. On se retrouve au cœur du paddock de Sepang, un paddock très vert avec pas mal d'arbres, avec aussi plus de camions ateliers, plus d'hospitality construits de toutes pièces, mais des structures en dur avec, on le voit, des salles de réunion pour les équipes juste à côté des stands. Et alors on va se retourner de l'autre côté pour voir les hospitality flambant neufs, eux aussi en dur, avec celui de l'équipe Ferrari où l'on se restaure pour le moment là-bas derrière. Ici celui de l'équipe Williams avec notamment Felipe Massa qui fait une petite pause en terrasse, et on va profiter pour vous montrer l'intérieur de ces hospitality. C'est un petit peu plus petit que dans les hospitality construits de toutes pièces pour les Grands Prix européens, mais il y a tout ce qu'il faut. Alors voici celui de Williams, un petit aperçu, et voilà l'endroit où les équipes se restaurent durant tout le week-end. Jeudi, jour de contrôle technique pour les équipes. Valse des monoplaces dans la pit lane, l'occasion de se pencher dans les voitures de certains et d'apercevoir les croyances de chacun. Petite précision sur la voiture de Lewis Hamilton. Vous voyez ici sur l'arceau au-dessus de la tête du pilote des lumières vertes. En fait, ce sont ce que l'on appelle le Earth Warning, donc des voyants qui attirent l'attention des mécaniciens. On ne peut toucher la voiture que si les lumières sont au vert. Si elles sont jaunes, soyez très très prudents. Si elles sont rouges, interdiction formelle de toucher la voiture. Idem d'ailleurs avec la petite lumière ici sur l'avant. Et puis d'autres voyants lumineux de ce côté. Eh bien ça, ce sont des signaux qui sont envoyés en cas d'impact, en cas de crash, directement par télémétrie à la voiture médicale, et donc le médecin qui se rend sur le lieu de l'accident est directement au courant de la force de l'impact et des éventuels risques de traumatisme crânien. Des voyants lumineux donc d'une extrême importance et grande utilité en Formule 1. Mais le jeudi est aussi consacré aux activités médiatiques en tout genre. Journée chargée pour les pilotes, interviews ou même petits jeux de questions-réponses avec les Brésiliens Massa et Nasser. Ambiance bon enfant entre les deux Felipe. Voilà, on se retrouve dans le paddock, Gaëtan, pour remuer comme d'habitude un petit peu nos archives. Et on va commencer par 1999, c'était Michael Schumacher que vous vouliez évoquer. Oui, en fait, il revenait aux affaires après une assez longue absence suite à sa fracture à la jambe après son accident à Silverstone. Il revient, il signe la pole, il met 9 dixièmes à tout le monde. Il aurait dû gagner le Grand Prix, mais il s'efface volontairement pour laisser gagner son équipier Irvine, mieux placé que lui dans l'optique du championnat. On fait un bond dans le temps, un bond de 10 ans, et on passe à 2009 où c'était davantage la météo en vedette. Oui, c'était des conditions débiles, apocalyptiques, comme on a parfois ici à Kuala Lumpur, à Sepang. C'était le déluge, drapeau rouge, course arrêtée, enfin la folie complète. Finalement, c'est Jenson Button qui est déclaré vainqueur, mais il n'accomplit que 31 des 56 tours, pas 75% de la distance, et donc il n'a que la moitié des points. Et puis en 2013, on se souvient des team orders non respectés chez Red Bull par Vettel, qui dépasse Webber, qui lui fait comprendre sur le podium qu'il n'a pas du tout apprécié le non-respect du fameux message radio code 21. Vettel toujours en 2015 qui gagne. L'année dernière, première victoire en rouge avec Ferrari pour Vettel. C'était au mois de mars, donc ça fait plus d'un an et demi, et c'est sa dernière victoire et la dernière de Ferrari. Et on a parlé des conditions dantesques. Au niveau des conditions, il y a aussi la chaleur. Il fait chaud, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ce sont des conditions un peu comme à Singapour où c'est difficile pour les pilotes, très difficile aussi pour les mécanos. On y pense moins, et on a été jeter un petit coup d'œil du côté de chez Renault pour voir comment ça se passait. Une chaleur qui pèse lors de ces week-ends de Grand Prix. Il faut être opérationnel, concentré, précis dans ses gestes malgré les conditions difficiles. Mais les mécanos sont très préparés physiquement. La préparation est assez similaire. Si vous prenez l'exemple des mécaniciens qui s'occupent des pit stops, ils s'entraînent aux quatre coins du monde, encore et encore, et cela pour être prêt à travailler dans des conditions très différentes.
Leur préparation commence à l'usine à Enstone pendant l'hiver et le premier test grandeur nature c'est en début de saison en Australie où il fait parfois très chaud. En Malaisie et à Singapour en particulier, c'est l'humidité qui joue un rôle très important. Il faut s'assurer de régulièrement s'hydrater et être fit en bonne santé. Ils doivent régulièrement se soumettre à des tests pour voir si tout va bien. Tout le monde ici dans le paddock doit faire face à la chaleur et s'y accommoder. Efficacité, performance, rapidité, les mécaniciens peuvent influencer le résultat d'une qualification, d'une course. Les équipes l'ont bien compris et mettent leurs hommes dans les meilleures conditions. Je pense que si vous jetez un œil au programme, c'est vrai que c'est assez chargé. 21 Grands Prix cette année, sans doute 21 Grands Prix également l'an prochain. Beaucoup de voyages, pas mal de jet lag. On prend en compte tous ces aspects, on fait tout pour leur rendre la vie plus facile malgré toutes ces contraintes. Par exemple, chaque membre de l'équipe voyage avec des chaussettes de contention adaptées à ses besoins pour aider à améliorer la circulation du sang dans les jambes. Ce n'est pas évident quand on est assis dans un avion pendant de longues heures. Cela peut faire la différence. C'est la même chose pour les baskets. On travaille en collaboration avec notre fournisseur pour avoir les chaussures les plus confortables et les plus pratiques possibles pour aider notre personnel. On travaille avec nos fournisseurs pour être certain de maximiser chaque aspect. C'est un sport d'équipe, il n'y a que 2 pilotes qui montent dans la voiture, mais il y a énormément de gens qui travaillent derrière. Et sur chaque aspect, on veut maximiser la performance. Côté mécano justement, grosse chaleur chez Renault vendredi. Incendie sur la monoplace de Kevin Magnussen dans la pit lane lors de la première séance d'essai libre. On s'affaire pour l'éteindre, on s'active aussi à l'arrière du stand pour maîtriser la situation, effacer les traces de l'incident et reprendre ses esprits. Côté pilote, après le Grand Prix de Singapour, beaucoup sont restés en Asie, possibilité pour eux de profiter d'un peu de répit. Je suis allé à Bali, je me suis risqué à faire un peu de surf. C'était sympa. Je me suis bien amusé à Bali. La découverte d'une nouvelle culture, de nouvelles expériences, se mêler à la population locale. Je suis allé visiter différents temples, différents coins de l'île et cela m'a donné l'envie d'y retourner. Tu sais qu'un endroit est sympa quand tu veux y retourner. Vraiment, c'était sympa. Activité détente, entraînement physique aussi et parfois un peu moins de réussite. Après Singapour, je suis resté en Asie. Je suis allé en Thaïlande avec mon préparateur physique. On a participé à un camp d'entraînement. Je n'ai pas eu de chance parce que j'ai percuté un poulet pendant une séance d'entraînement sur mon vélo. J'allais assez vite, je l'ai percuté, je suis tombé de mon vélo directement sur l'asphalte. J'ai quelques brûlures sur mes coudes, mes épaules et mes genoux, mais j'ai de la chance, rien de cassé. Sauber, dernier du championnat constructeur, mais l'écurie recrute, se renforce. Côté baquet, par contre, pas encore de confirmation concernant la paire de pilotes pour 2017. Je pense que je ne suis pas le seul dans le cas. Il y a de nombreux pilotes qui sont dans la même situation. Je suis plutôt confiant en mes chances d'être sur la grille l'an prochain. Il y a encore beaucoup de choses à régler, nous devons être patients. Tout le monde dans le même bateau? Pas vraiment, apparemment. Il n'y a pas encore beaucoup de discussions en ce qui me concerne, en tout cas pas moi personnellement. La seule chose que je peux faire, c'est attendre. Ils prendront une décision, j'espère que ça viendra vite. Ce n'est pas la première fois pour vous, c'est la Formule 1. Mais de l'autre côté, c'est assez difficile à gérer. En fait, ce n'est pas vraiment à moi de gérer ça. Moi, je dois juste faire le maximum en piste et je veux toujours être au top. Incertitude aussi pour Kevac et Toro Rosso, le russe enfin dans les points à Singapour, mais il s'irrite quand on parle de son futur. À quel point est-ce difficile d'attendre une confirmation pour l'an prochain? Ce n'est pas difficile, nous sommes patients et nous participons tous à différentes négociations. On a encore le temps. Vous êtes confiant? Oui, assez. C'est difficile en Formule 1 quand on est aussi jeune de faire face à des situations aussi difficiles. Vous méritez votre place ici, mais en Formule 1, la politique joue un grand rôle. Ce n'est pas mon problème. Il y a ceux qui pensent au futur et puis d'autres qui tentent encore de s'acclimater au monde de la F1. 3 grands prix au compteur seulement pour le Français, Esteban Ocon. Non, c'est sûr que c'est vraiment difficile dans toutes les catégories. Je pense que quand on arrive en milieu de saison où tout le monde a eu le temps de travailler en début, nous on doit vraiment rattraper le temps perdu quoi, et ça prend du temps forcément. Premier pas de Ocon en F1, première saison aussi pour l'écurie Haas de Grosjean et Gutiérrez. L'équipe connaît des hauts et des bas. À Singapour, week-end cauchemardesque pour Grosjean qui n'a même pas pris le départ. Le Français, frustré, pas content et pour le moins virulent dans les communications radio envers son équipe. C'est vrai qu'on a tendance à pas mal passer mes liaisons radio à la télé. On les passe pas sur un terrain de foot par exemple. Il doit se dire des choses assez sympathiques.
Maintenant, voilà, c'est le sport. Clairement, je n'attaque personne personnellement. J'essaie juste de faire en sorte qu'on avance tous et essayer de mettre des mots sur des sensations, ce qui n'est pas toujours simple. Maintenant, on essaiera de moins parler pour avoir moins de reproches derrière, même si en interne, on n'a aucun problème et que les choses se passent très bien. La Malaisie et un anniversaire pour Jenson Button, 300e Grand Prix, juste derrière Schumacher, 306 et Barrichello 322. Le Britannique n'aurait jamais imaginé une telle longévité. Quand j'ai débuté en F1, je ne me serais jamais imaginé atteindre le cap des 300 Grands Prix. J'ai vu beaucoup de choses, c'est super, c'est excitant d'avoir participé à autant de courses, autant de saisons et autant de périodes différentes de la Formule 1. J'ai vu beaucoup de choses, j'ai expérimenté beaucoup de choses et j'en suis très heureux. Pour l'occasion, McLaren a fait honneur à son champion du monde 2009 en transformant vendredi l'hospitality de l'équipe en pub, bar, jeux de fléchettes, baby-foot et au mur des photos retraçant la carrière, les grands moments de la carrière du Britannique. Button, entouré des autres pilotes du paddock pour fêter cela, ambiance détendue. Voilà pour les festivités pour le 300e Grand Prix de Jenson Button. C'est aussi la 300e émission Warm-Up. Une partie de l'équipe s'entraîne d'ailleurs au baby-foot, vous le voyez. J'en profite pour remercier l'équipe Warm-Up et puis aussi vous, chers téléspectateurs, pour votre légendaire fidélité. Le futur de l'écurie McLaren, c'est lui, notre ami et consultant Stoffel Vandoorne. Et puis, anniversaire encore, cette fois du côté de Max Verstappen. Le belgo-néerlandais a fêté ses 19 ans à Sepang. Max, tout d'abord, bon anniversaire. À 19 ans, c'est un âge particulier ? Non, pas vraiment. Par contre, fêter son anniversaire dans le paddock, ça l'est. Il n'y a pas de meilleur endroit où fêter son anniversaire, j'en suis très heureux. Pas de cadeau particulier ? Non, sauf si vous considérez qu'une carte iTunes est un cadeau particulier, mais je n'ai besoin de rien. Alors dans Warm-Up, on s'intéresse aujourd'hui aux différents moyens de gagner de la performance. On est avec Romain Aubry de chez Total. L'essence, le carburant est aujourd'hui un moyen très important pour amener des gains. Le dernier que vous avez amené, on évoquait quasi 2 dixièmes, c'est énorme. Ouais, exactement. Depuis Singapour, on a introduit un nouveau carburant là qu'on a pu profiter avec l'évolution moteur de Renault, qui a apporté. Alors sur le circuit de Singapour, n'était pas le plus marquant comme circuit urbain, mais là ce week-end comme en Malaisie, on peut espérer jusqu'à 2 dixièmes, oui. Alors il y a un compromis perpétuel à trouver avec les évolutions moteurs pour être en phase, je vais dire. Comment ça se passe ? Oui, exactement. Depuis qu'on a introduit les moteurs turbo en 2014, la contrainte première du carburant aujourd'hui, c'est de repousser le cliquetis, qui est l'auto-inflammation du carburant. Donc tout le travail se fait aujourd'hui sur l'amélioration de la combustion et comment gérer au mieux cette combustion. Ça s'est fait depuis 2 ans bien en avant. On gère de mieux en mieux. Et puis il ne faut pas oublier aussi qu'on a une contrainte de consommation. Alors, comment ça se passe quand vous prévoyez une évolution de carburant ? Combien de temps à l'avance avant que ça se retrouve sur la piste ? Ça demande plusieurs mois de travail puisqu'on a des validations d'abord à l'usine, à Viry-Châtillon. On est obligé de s'assurer que tout va bien fonctionner sur le moteur. D'abord que le carburant apporte la performance qu'on attend, mais aussi que dans les endurances, dans la durée, puisque les moteurs, aujourd'hui on n'a plus que 5 moteurs pour faire la saison, on doit s'assurer qu'ils ne vont pas dégrader les performances et ils ne vont pas aussi endommager le moteur sur la durée. Donc ça demande des mois de travail. Aujourd'hui, introduire un carburant à Singapour, comme on l'a fait la semaine dernière, il y a 10 jours, ça nous a demandé un travail qui a été débuté au mois de juin. Et au niveau logistique, ça a des conséquences aussi, évidemment, pour ramener ça. Oui, la logistique est une vraie contrainte parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas transporter des produits pétroliers dans le monde comme on le veut. Et puis, ce sont des produits aussi sur mesure. Donc, même s'ils sont très proches des carburants qu'utilise Monsieur Tout-le-Monde en Europe ou aux États-Unis, transporter des produits pétroliers est quelque chose de contraint, par bateau ou par avion. Et aujourd'hui, ça nous demande d'envoyer des carburants jusqu'à un certain moment 3 mois à l'avance. Alors, il y a plusieurs évolutions carburant sur une saison. Quelles sont les limites que vous avez ? La limite, elle est logistique. Parce que 21 Grands Prix dans l'année, s'il faut envoyer 3 mois à l'avance, on se rend compte qu'au bout d'un moment, même si Abu Dhabi est en novembre, passé le mois d'août, ça devient très très compliqué de pouvoir introduire quelque chose. Aujourd'hui, une bonne saison, une saison comme 2014, on avait eu beaucoup de travail de développement avec Renault. On a introduit jusqu'à 6 nouveaux carburants. Ce qui fait pratiquement un carburant. Tous les 3 GP, on a quelque chose de nouveau. Là, cette année, on va être sur la 2e évolution. Et tout est toujours validé d'abord par la FIA. Exactement, oui. Le carburant aujourd'hui est énormément contraint. On doit respecter des caractéristiques carburant très proches du carburant de la pompe en Europe. Et donc, tout nouveau produit qu'on veut introduire en piste, on est obligé de demander une homologation au laboratoire de la FIA qui vérifie qu'on utilise bien les mêmes composés, les mêmes molécules, les mêmes bases que les carburants de station-service.
Chez Williams, l'objectif est clairement de resubtiliser la 4e place du championnat constructeur à Force India. Un seul petit point sépare les deux écuries. Williams, où Felipe Massa a annoncé sa retraite il y a un mois. Toujours aucun regret et beaucoup de belles réactions. Oui, c'était fantastique de voir toutes ces super réactions de la part du public, des fans, des médias, de tous ceux que je croise dans le cadre du travail, de la grande famille de la Formule 1. C'est un sentiment très agréable. Chez les rivaux, Force India, Hülkenberg sera bien là en 2017. L'Allemand qui ne comprend pas bien la situation de Sergio Pérez, qui n'a toujours pas pris de décision avec ses sponsors quant à son avenir. Nico Hülkenberg qui dresse un portrait de l'équipier idéal en cas de départ de Pérez. Déjà, il doit être plus lent que moi. Bon, quelles seraient les qualités d'un bon équipier pour moi? Je pense que le bon sens m'impose de dire, c'est qu'il doit jouer le jeu de l'équipe, ne pas être un enfoiré, ce genre de choses, quoi. Mais en tant que pilote, tu veux un coéquipier rapide, bon, qui te force à repousser tes limites et que chacun pousse l'autre pour que chaque fois que tu montes en piste, tu donnes le maximum pour tout faire pour le battre. Direction les top teams avec d'abord Ferrari, un podium en 6 courses, c'est évidemment trop peu pour les rouges, mais cela va un petit peu mieux pour Kimi Räikkönen et Sébastien Vettel, 4e et 5e à Singapour. C'est vrai, les dernières courses semblent démontrer que nous sommes sur la pente ascendante à nouveau. L'ambiance est au beau fixe et la voiture marche plutôt bien. Nous avons quelques évolutions sur la voiture qui nous aident à être plus compétitifs. Il faut surfer sur cette vague, même si ici on tombe un peu dans l'inconnu avec le nouveau tarmac. Tout le monde doit attendre les premiers essais avant de voir où il en est. Grande forme incontestable pour Daniel Ricciardo, 2e à 3 reprises lors des 4 dernières courses. L'Australien bat son équipier, prouve qu'il a faim mais ne veut pas se montrer trop gourmand. Plus de podiums, ça ce serait bien. Garder cette dynamique de podium. La prochaine étape, bien sûr, c'est de renouer avec la victoire. On est passé tout près à Singapour, mais je ne suis pas déçu par ce résultat. C'était un bon résultat. La victoire, cela aurait été parfait, mais on a disputé une bonne course. On verra, je vais continuer à essayer de gagner une course cette année, mais ce ne sera sans doute pas facile sur les grands prix qui nous attendent. Mais si je ne gagne pas, monter sur le podium sera l'objectif. Dans le duel Hamilton-Rosberg pour le titre, 8 points d'avance pour l'Allemand qui semble avoir franchi un cap. 2016 peut être enfin son année. À Singapour, on a quand même l'impression que vous avez franchi un palier, notamment le tour qualif, c'était juste phénoménal. Et dimanche soir, j'ai l'impression que les gens se sont dit, ce Nicolas, il va être dur à aller chercher. Bon, ok, ça fait plaisir d'entendre ces commentaires-là, mais au-delà de ça, moi, je suis content d'avoir gagné Singapour, mais c'est un peu dans le passé maintenant, et ça, je peux. Maintenant, on est ici, et on part tous de zéro encore. Hein. C'est toujours une grosse bataille contre Lewis, toujours difficile de le battre, comme on le sait, et j'ai hâte de voir si j'ai réussi ce week-end. C'est pas la première fois que vous luttez pour le titre, mais vous sentez pas, il y a plein de détails qui jouent, que cette fois-ci, la balance est plutôt de votre côté? Non, je ne le sens pas. Je sens que j'ai la possibilité de faire un bon week-end. C'est bien essayé quand même. Non mais vraiment, parce que tu as essayé de varier des angles de varier, tu es allé devant, si tu es passé par derrière, c'est bien essayé. C'est bon pour le spectacle, même si je n'ai pas vraiment eu l'occasion de lutter avec lui en piste. Mais les fans ont l'air d'apprécier. C'est différent d'être dans la peau du chasseur quand on lutte pour la première place? Être le chasseur, c'est la norme pour moi parce que je joue le rôle du chasseur depuis que je suis enfant. Voilà, il est temps de passer maintenant à notre séquence technique avec notre ami Stoffel Vandoorne. Alors Stoffel, on va parler aujourd'hui du système de boissons. Ça tombe bien dans un Grand Prix pareil. Hein. Ouais, exactement. Voilà, la Malaisie, c'est un des grands prix le plus chaud de l'année, avec Singapour aussi. On a des températures qui sont au-dessus de 30 degrés et très très humides. Donc c'est un vrai challenge pour les pilotes. Donc voilà, pour ça que c'était pas mal de parler un peu du système de boisson. Ici, voici, on a un petit sachet où on peut mettre notre supplément dedans. Ça consiste d'environ d'1 kilo ou d'1 litre de boisson qu'on a dans la voiture. Ça, c'est vraiment dans la voiture aussi. Et puis, ça se situe où ça dans la voiture, ceci? C'est dans le side pod, donc vraiment à côté de la voiture. Et c'est pour ça, souvent, on voit les pilotes se plaindre
que le boisson il est très très chaud parce que c'est vraiment à côté des radiateurs presque. Donc voilà, il vaut mieux mettre du thé dedans. Et alors cet élément-là? Et puis ça c'est la petite pompe qu'on a parce que voilà ça on le met derrière notre baquet. Et donc en fait tout est lié avec des tuyaux. On a un tuyau qui est lié avec le sachet et l'autre tuyau il est lié avec notre casque. Donc voilà, quand on a soif on appuie le bouton drinks sur notre volant et puis il y a la pompe qui se met en route et il nous donne un peu de boisson à boire. Et ça pèse rien du tout, hein? Non, on essaye toujours de faire tout au plus léger possible. Des fois même les boissons, avant la course, on calcule combien le pilote il pèse et combien de poids on a besoin. Donc des fois vraiment on peut pas boire parce qu'on a besoin le poids dans la voiture. Une dernière chose, j'imagine qu'il faut essayer quand même on doit boire régulièrement, mais aussi de boire assez vite, parce qu'à partir d'un moment, c'est complètement chaud. Ouais, exactement, parce qu'on a un supplément dedans pour nous hydrater avec des électrolytes, avec plein de suppléments dedans. Donc des fois un peu sucré aussi. Et quand ça devient chaud, des fois le tuyau il devient bouché. Donc c'est important de boire régulièrement et voilà d'utiliser ça comme rafraîchissement pendant la course. Ok, super, merci Stoffel. On passe à la séance qualificative avec d'abord en Q1 l'élimination prévue et attendue de Fernando Alonso puisque l'Espagnol écopait à coup sûr d'une pénalité moteur. On savait qu'on partirait dernier de toute façon, on a donc essayé de préserver le plus de pneus possible. On verra ce qu'on peut faire en termes de stratégie. Ce sera difficile de dépasser 12 voitures pour rentrer dans les points sans un coup de main de l'un ou de l'autre. On doit donc être là et profiter de la moindre opportunité qui se présente, la pluie ou toute autre chose qui pourrait nous aider. L'autre McLaren étant en Q3, celle de Jenson Button, 9e pour son 300e Grand Prix. Devant dans la lutte Force India Williams pour la 4e place du championnat constructeur avantage Force India. Les deux voitures sont en 4e ligne et puis devant, déception pour les Ferrari. Elles sont derrière les Red Bull et très loin des Mercedes. Viser la victoire, c'est un grand mot. Vu où on se situe, les Mercedes sont les favorites. L'écart est assez grand. Elles ont l'air d'avoir plus d'une demi-seconde d'avance sur tout le monde. Si elles venaient à perdre la course, ce serait extraordinaire. Tout est entre leurs mains pour s'emparer des deux premières places, mais on ne sait jamais, c'est pour ça qu'on est là. Avec un bon départ, un bon premier tour, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. On verra. Sourire par contre chez Red Bull du côté des troupes de Christian Horner. Les deux voitures sont en 2e ligne, Ricciardo 4e, Verstappen 3e. Vu où on en était lors des essais libres vendredi, je suis plutôt heureux d'être devant les Ferrari en qualif. On a effectué quelques gros changements pendant la nuit et ça a marché. Je suis donc très heureux de nos qualifications. Oui, c'est un très bon résultat. En plus, on n'est pas loin de la 2e place. Tout le week-end s'est très bien passé. On a trouvé une bonne balance sur la voiture. Sur des runs assez courts, on devait s'améliorer et je pense qu'on a trouvé les bons réglages. On attend donc beaucoup de la course. Oui, parce que cela semble encore plus prometteur sur de longs runs en course ce dimanche. Oui, effectivement, en qualif, c'est toujours plus difficile pour nous de nous rapprocher des Mercedes, mais en course, c'est moins le cas. On devrait donc être encore plus proche. Et puis devant une première ligne 100% Mercedes, les semaines se suivent et se ressemblent, ou presque, puisque cette fois-ci, c'est Lewis Hamilton qui décroche la pole. Oui, c'est bon, entre moi et lui, c'est une fois lui, une fois moi. Aujourd'hui, c'est lui qui a eu la meilleure journée et c'est tout. À la fin, j'aurais été très proche de lui, mais je me suis loupé dans le dernier virage. Et ça m'a coûté encore quelques dixièmes, donc le temps un peu plus loin de lui. Mais à part ça, comme on le sait, demain, il y a encore toutes les opportunités dans le départ, dans la stratégie et tout. Donc ça peut encore le faire. Ce week-end, j'ai tenté de le construire bloc après bloc, comme un mur, avec beaucoup de kilomètres parcourus lors des essais libres. On a fait un joli pas en avant avec ceux qui travaillent dans le garage. Ils ont réalisé un boulot fantastique. Les ingénieurs notamment, comme ils le font depuis le début de la saison d'ailleurs. La voiture était fantastique à conduire. Voilà, reste à découvrir le film de la course. On voit ça ensemble en compagnie de Stoffel Vandoorne. À tout de suite.